qui était super chouette. Donc voilà, donc en fait, tout ça pour vous dire que ce qui va suivre vient à la fois donc, de ma culture générale et de mes études, et aussi pas mal de ce que j'ai pu apprendre avec cette association. Donc, le thème de ce soir, faut-il être écolo pour sauver la planète? D'abord, sauver la planète. Là, en 1 minute, qu'est-ce que ça vous évoque rapidement quand je vous parle de crise environnementale? Ça vous dit quoi? Réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Le déboisement. Le déboisement. La biodiversité. Okay. Donc, ouais, je pense que si vous êtes venus, c'est que vous avez conscience qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle la crise environnementale et qui est urgente. Et donc, en fait, souvent, c'est une question qui, je trouve, soit on est très, très engagé dedans, soit on en a de plus en plus conscience. Donc, ça, c'est déjà chouette par rapport à il y a 30-40 années. Les gens n'en avaient pas forcément conscience. Mais c'est aussi quelque chose qui nous prend beaucoup dépourvu. On ne sait pas trop quoi faire, comment on va avancer. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'explorer là. Donc, j'imagine que peut-être que vous attendez, enfin, je ne sais pas quelles sont vos attentes en venant ce soir, mais peut-être que vous attendez, en bon ingénieur que je suis en train de devenir, que je vais vous présenter le problème. Donc, il y a quelques mots qui sont ressortis, les solutions, et voilà, il faut devenir écolo. En fait, c'est pas tout à fait ce que je vais faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette complexité entre, justement, on a un constat, on a un problème, qu'on va un peu détailler tout à l'heure. Il y a certaines solutions, mais il y a l'entre-deux de comment est-ce qu'on y arrive, qui a l'air compliqué. Enfin, et c'est moi ça qui m'intéresse. Il y a une citation qui m'a marquée assez jeune, de ce fameux Gus Speth, qui a été conseiller de Barack Obama. Et donc, lui, il a dit « J'avais l'habitude de penser que les principaux problèmes environnementaux mondiaux étaient la perte de biodiversité, l'effondrement des écosystèmes, le changement climatique. Je pensais qu'avec 30 ans de bonne science, nous pourrions résoudre ces problèmes. Mais j'avais tort. Les principaux problèmes environnementaux sont, donc d'après ce monsieur, l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour y faire face, nous avons besoin d'une transformation spirituelle et culturelle. Et nous, scientifiques, ne savons pas comment faire. » Donc, moi, je suis lancée dans des études scientifiques parce que j'aime beaucoup ça. Mais j'ai conscience qu'il y a quand même quelque chose d'autre que la science par rapport à ces questions. Donc, c'est ça qu'on va explorer un petit peu aujourd'hui. Avec d'abord un état des lieux quand même. On a tous des niveaux de connaissances différents par rapport à ce problème. Donc, je vais essayer de très très vite résumer les principaux enjeux. Donc, c'est souvent pour beaucoup de choses, des choses que vous savez peut-être plus ou moins, mais ça, vous apprendre quand même des trucs nouveaux. Un bref historique de comment est-ce qu'on en est arrivé là, finalement. Des différentes postures, donc des différentes choses que ça peut soulever en nous, en sachant de l'information. Et donc, bien sûr, on va quand même essayer de finir sur une note un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Donc, moi, les objectifs que vous ressortez ce soir avec une notion du coup de l'urgence, de la complexité aussi, c'est pas simple comme question, et de la joie. Donc, on va voir si les premières. Donc, finalement, j'espère que vous montrez que c'est un peu plus comme ça que cette chose. Donc, état des lieux, que veut dire crise environnementale? Donc, avec l'association que je vous ai présentée au début, à Rocha, ils nous ont présenté ça sous 3. Ils ont choisi, enfin, c'est un choix, on peut décrire le problème de plein d'angles différents. Ils ont choisi de décrire ça sous 3 grands thèmes, qui sont chacun aussi urgents et problématiques les uns que les autres. Donc, on va essayer de les faire un par un. Donc, pardon, qui sont l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique qui est dit, et la chute de la biodiversité. Donc, en commençant par l'épuisement des ressources, c'est un des plus obvious, enfin un des plus évident. Évident, ouais. Merci. Donc, moi j'ai l'impression que ça vient d'une économie linéaire. Donc, c'est-à-dire que là, on est dans une économie qui va créer quelque chose, on l'utilise et on le jette. Donc, c'est linéaire, c'est un trait. Le problème avec ça, c'est que du coup, on jette beaucoup de choses. Les ressources qu'on utilise pour créer des choses qu'on consomme, font des déchets après. Ce que faire ça à des échelles très grandes, telles qu'on le fait aujourd'hui, ça fait qu'on n'a plus de ressources et beaucoup de déchets. Et même plutôt quelque chose comme ça. Et donc ça a plusieurs conséquences et qui sont illustrées de manière différente. Un des indicateurs assez intéressants, c'est le jour de dépassement. Donc en fait, c'est le jour à partir duquel
on a consommé tout ce que la Terre peut régénérer en un an. Donc, c'est-à-dire, avant, en 1970, c'était le 30 décembre. Donc, tout ce qu'on consommait, tous les arbres qu'on abattait, tous les poissons qu'on tuait, pouvaient en un an se régénérer. Aujourd'hui, en 2021, c'était le 29 juillet. Donc, ça veut dire qu'à un peu plus de la moitié de l'année, on a déjà consommé tout ce qu'il y avait dans le frigo. Et il faut aller prendre dans les réserves à côté. Le problème, c'est que si on fait ça tous les ans, au bout d'un moment, on est vraiment en train de puiser dur dans les réserves. Un autre indicateur, c'est le nombre de planètes qu'il faudrait pour pouvoir nous nourrir. En fait, toutes les ressources qu'il faudrait. Donc, actuellement, à l'échelle planétaire, il nous faudrait 1,7 planètes. Donc, ça veut dire que déjà, actuellement, on est en train de puiser trop dans les ressources, il n'y a pas assez. Et si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait presque 3 planètes. Le deuxième, la chute de la biodiversité. Ça, c'est souvent un peu moins connu. On parle des abeilles, mais on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Très rapidement, sans vous faire un cours de biologie, même si j'aime beaucoup, la biodiversité, c'est souvent on parle du coup de cette biodiversité-là, la biodiversité des espèces, donc le fait d'avoir des arbres, des insectes, des animaux. Mais en fait, il y a 2 autres types de biodiversité qui sont assez importants et qui sont en chute libre aussi. Il y a la biodiversité génétique. Donc ça, vous voyez que c'est en fait une diversité de gènes qui vont faire qu'il y a plein de sortes différentes d'espèces. Par exemple, là, des petits renards qui ont plusieurs couleurs. Et la biodiversité écosystémique, qui est en fait une des plus intéressantes, une des plus complexes. Donc ça, en fait, c'est quand vous prenez un milieu et vous rajoutez des êtres vivants dedans, ça crée un écosystème. Donc en fait, la diversité des écosystèmes, ça va être la quantité de différents milieux avec différents animaux et êtres vivants et insectes, et micro-organismes, tout ça qui vit dedans. Et donc ça, c'est menacé. Et quand on dit qu'il y a une chute de la biodiversité, c'est que toutes ces 3 catégories de biodiversité différentes sont en train de baisser à cause d'espèces exotiques envahissantes. Aujourd'hui, avec le port maritime, on est en train de transporter plein de choses partout dans le monde. Donc ça fait qu'on a des espèces qui vont venir, qui ne sont pas autochtones, qui ne viennent pas de l'endroit où elles arrivent, et en fait, elles sont envahissantes. Donc elles vont vraiment se propager et rendre la vie difficile pour les autres êtres vivants. Sur place, il y a la pollution, donc, qui est liée au premier thème que je vous ai montré, donc l'épuisement des ressources, le changement climatique ou bas, l'exploitation directe, par exemple la surpêche, c'est un des plus grands, et le changement d'utilisation des terres. Pour illustrer ça, je vais faire un tout petit montage. En gros, on a, donc, par exemple, ça c'est un exemple d'écosystème. Aujourd'hui, ce qu'on fait sur énormément de surface, c'est qu'on va construire, on va déforester et mettre des champs, et on va faire du coup ce qu'on appelle de la fracturation de milieu. Donc le fait de construire autant de routes, en fait, ça fait que des animaux ou des espèces qui étaient ici ne vont plus pouvoir traverser et se reproduire ou se nourrir de l'autre côté. Donc ça les met vraiment en danger et ça change les milieux. Et donc, pour vous donner une idée, l'artificialisation des sols, donc ce qu'on appelle le fait de mettre du béton ou de changer ou de mettre des cultures, donc en fait, mettre l'homme sur un milieu, ça, on est en train d'aller à presque un département par an en France, en termes de superficie, qu'on est en train de changer. Donc, pourquoi est-ce qu'une chute de la biodiversité, c'est dangereux? Parce que plus un système est diversifié, plus il y a de pieds sur la table. Par contre, s'il est pauvre et qu'il y en a une des espèces qui est perdue, la table peut tomber. Donc, en fait, ça, c'est problématique parce que les écosystèmes, c'est un peu basique comme notion, mais en gros, c'est la nature qui nous fournit plein de choses. Donc, que ce soit des ressources, que ce soit le fait de purifier l'eau, que ce soit des médicaments, enfin, tout ce qu'on a aujourd'hui dans la nature. Donc, forcément, le fait que l'on met tout ça à mal, ça fait que, en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Enfin, ça met vraiment en péril le monde qu'on fait. Donc, par exemple, un service écosystémique, c'est le fait de préserver contre des éléments climatiques. Donc, ici, vous voyez qu'il y a des arbres qui font un tampon contre les vagues. Par exemple, un des exemples les plus connus de la chute de biodiversité, c'est les abeilles sauvages et domestiques qui font de la pollinisation. Et en fait, sans elles, on ne pourrait pas avoir autant de fruits et légumes qu'on a aujourd'hui. Un autre exemple, du coup, quand on met à mal ces écosystèmes, c'est et qu'on exploite un peu trop,
c'est par exemple le Dust Bowl, donc le bassin poussière aux États-Unis dans les années 1930, où en fait, donc c'est assez complexe comme ça, mais grosso modo, les Américains, ils avaient mis énormément d'agriculture sur un sol dans un endroit qui est devenu très sec. Et en fait, du coup, les pratiques agricoles étaient, donc, et le fait de ne plus avoir d'arbres comme tampon, ça fait qu'il y a eu énormément une grosse nuage de poussière et ça fait énormément, une très très grande famine et énormément de gens du bouger. Et plus récemment, on a vu quelque chose de similaire en Chine. Là, du coup, c'est pas que lié à la désertification, mais c'est une des causes principales. Et l'autre cause, c'est du coup l'industrie qui se passe. Donc, un petit parenthèse aussi sur ces deux exemples, ça montre aussi l'importance de garder un sol en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas encore beaucoup. Et enfin, le dérèglement climatique. Donc là, je vais essayer pareil. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez hésiter. Tout à l'heure, on aura plus de temps pour des questions et des discussions. Mais vraiment, s'il y a un truc clé, donc, le dérèglement climatique, très rapidement, c'est dû au fait qu'on est en train de mettre trop de gaz à effet de serre, donc dont le carbone. Donc, c'est des gaz qui, je vais expliquer juste après. Et en fait, le problème principal, c'est juste qu'avec notre activité humaine, on explose tous les compteurs du cycle de la planète pendant des milliers d'années. Donc, en fait, c'est le fait qu'il y ait ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est déjà quelque chose de très naturel. Le problème juste, c'est que nous, on l'exacerbe. Donc, il y a des activités humaines comme l'industrie, le transport, la déforestation qui émettent, par exemple, du carbone, mais aussi d'autres gaz dans l'atmosphère. Et normalement, on a des puits qui réabsorbent. La nature, elle est bien faite, il y a des cycles, il y a des choses qui se mettent dans l'atmosphère et qui redescendent. Donc, par exemple, justement, la végétation, les végétaux et l'océan. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au vu de la déforestation et de l'océan qui est déjà trop rempli de ces gaz-là, en fait, ces puits sont en train de diminuer. Donc, en fait, on a juste encore plus de gaz qui se met dans l'atmosphère. Et pourquoi ça, c'est important? C'est parce que l'atmosphère, en fait, c'est une couette pour la planète. À la base, on avait besoin de la couette parce que l'espace, il fait froid, donc il faut la couette pour qu'il y ait de la vie. Le problème, c'est que plus la couette s'épaissit, plus il fait chaud, et donc ça cause énormément de soucis. Et là, on est en train il y a beaucoup de prévisions différentes, mais par exemple, ce qu'il faudrait, c'est rester, donc ça c'est le nombre de degrés qu'on pourrait dépasser le seuil actuel de température. Le pire, ça serait, donc si on ne fait rien, on arrive à plus 4 degrés, et donc pour donner une idée de grandeur, donc ça c'est plus 4, pour donner un ordre de grandeur, moins 4, c'est l'effet de glace. Donc en termes de différence par rapport à nous. Donc, ce dérèglement climatique, ça fait des cycles, ça dérègle les cycles naturels, donc qui empirent ce qu'on a vu juste avant, donc le manque de ressources et surtout les écosystèmes. Et donc après, on a des événements climatiques de grande ampleur aussi, comme des inondations, des incendies, des cyclones, des sécheresses. Et en fait, un des plus gros soucis, c'est en fait surtout l'imprévisibilité et le danger que ça représente. Et notamment en agriculture, le fait que que le climat soit beaucoup plus imprévisible, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va pleuvoir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va geler. Par exemple, cet hiver, il va très très gelé. Ça pose vraiment problème pour bien gérer notre nourriture. Voilà, donc ça c'était un petit état des lieux. Chacun de ces trois, donc l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité, chacun est tout aussi urgent et problématique que l'autre. Donc par exemple, si on n'avait pas ces deux-là, et que l'épuisement des ressources, ce sera déjà quelque chose qui est qui met en péril la vie telle qu'on la connaît sur Terre, et pareil pour les deux autres. Donc en fait, le problème, c'est qu'on a les trois en même temps qui s'internourrissent, et ça fait un cercle vicieux. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Très rapidement. Moi, pendant longtemps, j'avais un peu l'histoire de la planète en tête qui ressemblait un peu à cette courbe. C'est-à-dire que du coup, il y avait l'humanité qui vivait, qui a évolué. Il y a eu des hauts, des bas, des guerres. La révolution industrielle est arrivée. Et là, l'ingéniosité de l'humain a fait en sorte qu'on découvre le charbon et le pétrole et qu'on voit que en fait, ça peut nous utiliser, ça peut nous servir pour de l'énergie. Et donc là, ça a lancé toute une grosse révolution. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Le fait qu'on ait des transports, de la médecine actuelle,
énormément de bonnes choses qui ont sorti, mais à partir de, on va dire, la moitié du XXe siècle, on a commencé à sonner l'alarme. Donc, par exemple, il y a un livre qui est resté assez connu de Rachel Carson qui s'appelait « Le printemps silencieux », où en fait, elle dénonce le fait que les pesticides font qu'il n'y ait plus d'oiseaux et d'êtres vivants dans les champs. Et donc, en fait, le printemps, il n'y a plus de champs. Et donc, ça a beaucoup marqué les esprits. Et il y a eu beaucoup de débats. Et en gros, on s'est rendu compte qu'on allait droit dans le mur, Titanic, voilà, à partir du XXe siècle. Le problème, c'est que, en fait, ces questions d'environnement, donc là, ce qu'on voit au niveau climatique, c'est quelque chose, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité, ça c'est sûr. On rentre vraiment dans un terrain inconnu. Parce que, par exemple, sur ce siècle-là du XXe siècle, on a émis à peu près 10 fois plus que tous nos ancêtres combinés sur les derniers 1000 ans. Mais en fait, l'histoire, elle est un peu plus complexe, un peu plus, un peu différente. Donc, par exemple, déjà, à la préhistoire, le feu, le fait que les humains avaient du feu, ça a déjà causé l'extinction de pas mal de gros mammifères. L'Empire romain, une des causes, c'est pas la seule, mais une des causes, c'était une mini crise climatique exacerbée par les tensions au sein de l'Empire qui ont fait causer sa chute. Déjà à l'époque de la révolution industrielle, il y avait énormément d'économistes, énormément de débats par rapport surtout à la pollution qui dégageait à l'époque. Beaucoup de gens tiraient déjà la sonnette d'alarme et qui disaient qu'on ne pouvait pas continuer une croissance infinie. Les 2 guerres mondiales ont aussi énormément contribué à l'essor de la technologie et de l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « L'événement anthropocène » de Jeff Bezos qui décrit bien ça. Et donc, encore une fois, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Ce n'est pas juste une histoire linéaire de on s'enfonce dans le mur sans savoir ce qu'on fait. Donc, par exemple, il y a eu le début de gestion des forêts assez tôt. La création des premiers parcs naturels, ça date de 1872 pour le premier officiel. On a géré aussi un problème dans la couche d'ozone en 1989. Donc, il y a eu déjà, ça c'est juste les exemples parmi tant d'autres. Et il y a aussi eu, depuis la fin du XXe siècle, énormément de grands rassemblements de scientifiques internationaux, aussi de politiques, pour essayer d'adresser cette question. Donc, l'histoire, elle est assez remplie de beaucoup de complexité, mais aussi de choses qu'on a faites. Et on a déjà vu énormément de crises où ça a fait donc, mourir certaines populations, ou des crises, par exemple, de grandes épidémies ou de grandes inondations. Et souvent, ça a été quand même assez localisé. Là, ce qu'on voit à une échelle globale, c'est du jamais vu. Mais donc, l'histoire, c'est quand même intéressant parce que si on se plonge dedans, on peut voir que parfois, les crises ont été constructives. Enfin, ça a permis derrière mettre en place des systèmes beaucoup plus robustes qui font que, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas autant de famines. Enfin, c'est lié à autre chose, mais s'il y a une inondation, on sait comment gérer un peu plus. Mais le problème, c'est que si on répète les crises tout le temps et que c'est imprévisible, là, il n'y a pas le temps de la stabilité derrière pour reprendre ce qu'on appelle la résilience, pour se remettre sur les pattes. Et il faut faire attention aussi parce que quand il y a une crise, l'histoire montre aussi que c'est souvent un tumulte un peu social derrière qui suit. Donc des guerres, la désignation de bouc émissaire, c'est de votre faute. Les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, après certains événements catastrophiques naturels, on disait « Ah, mais c'est eux qui empoisonnent les puits. » Donc voilà, donc, en fait, par rapport à toutes ces... il y a à la fois du coup de la mitigation, donc il faut diminuer les problèmes, mais il faut s'adapter aussi, parce qu'en fait, là, c'est déjà lancé, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en cours, et l'adaptation est hyper importante. Donc, pour résumer cette première grande partie, les problèmes sont de très grande ampleur et très urgents. Et c'est aussi une question de justice. Parce que donc, les personnes qui ont plus de moyens peuvent toujours s'en sortir beaucoup mieux. Donc, par exemple, s'il y a une inondation, s'il y a un peu de forêt, ils peuvent s'installer autre part. Mais c'est les plus vulnérables qui ne peuvent pas faire ça aussi facilement. Et aussi, à une échelle globale, c'est des pays beaucoup plus pauvres, avec beaucoup moins de ressources, qui ont le plus de mal et qui subissent d'abord en fait, les problèmes. Donc, par exemple, au Madagascar, pareil, cette année, il y a une grande sécheresse qui est pour la première fois clairement identifiée avec la crise climatique. Il y a aussi énormément avec les mines de matières premières, donc par exemple de métaux,
Il y a énormément de peuples qui sont déplacés pour qu'on exploite ces terrains. Et donc, la situation vraiment est très, très, très critique. Il y a ces graphiques qui sont assez connus, qui permettent d'évaluer le niveau auquel on est en termes de dépassement ou non des soucis. Donc, par exemple, il y a le changement climatique, le changement des terrains, l'acidification de l'océan. Donc, si on est dans le vert, ça veut dire qu'on est, on est à peu près dans les bonnes limites. Ça peut se régénérer, tout va bien. Dès qu'on arrive dans le rouge, ça veut dire qu'on a atteint un niveau de non-retour. Et c'est devenu encore plus grave récemment parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une des cases où on n'avait pas énormément d'études scientifiques. Et là, cette semaine ou la semaine dernière, c'est ressorti qu'en fait, on était déjà, donc c'est par rapport aux éléments chimiques nouveaux et nocifs qui polluent. On a aussi explosé le compteur, donc ça fait 5 parmi les 9 indicateurs qui sont déjà dans des zones de non-retour. Et donc, par exemple, par rapport à cette pollution, il y a une estimation que, pareil, au XXe siècle, il y a à peu près le même nombre de morts que les 2 guerres mondiales combinées par rapport à la pollution atmosphérique, donc dans l'air. Voilà. Donc, après cette présentation un peu rapide, comment ça va? Donc, je vous donne une ou 2 minutes pour un peu souffler, digérer tout ça. Donc, peut-être que vous connaissiez déjà, peut-être qu'il y a des choses nouvelles, mais juste un peu de faire un point sur comment vous vous sentez par rapport à ces informations. Vous pouvez discuter entre vous si vous voulez, mais sinon, regardez ça. Revenir sur le schéma là. Là, vous avez des données dans les nouvelles. Oui, c'est les nouvelles entités chimiques. Ouais. C'est quoi ces nouvelles? Alors, du coup, il y en a d'autres qui savent mieux que moi, mais j'ai compris que c'est tout ce qui est éléments synthétiques chimiques qu'on est en train de mettre dans l'eau, dans l'atmosphère, partout. Donc, ça va être l'industrie qui va produire ça. Donc, ça peut être des pesticides, par exemple. Ça peut être plein d'autres choses par rapport à des médicaments, des produits, par exemple, de plastique qu'on a dans la peinture, sur nos voitures, dans toutes les affaires qu'on a au quotidien. C'est un peu partout. Est-ce que ça peut être aussi des produits ménagers pour nettoyer? Oui, ça peut être là-dedans aussi. Ouais, c'est un peu dans tous les produits aujourd'hui. Ouais. Ça va, on continue. Vous avez pu faire le point sur comment vous vous sentez. Vous sentez surpris, pas surpris, parce que vous connaissez déjà. Donc là, je vais rentrer plutôt dans une phase de qu'est-ce qu'on fait avec cette information. Souvent, on ne sait pas trop quoi en faire. On en a conscience, on ne sait pas quoi faire. Donc, je vais essayer de déblayer ça un petit peu. Donc, souvent, avant de savoir exactement un peu les enjeux, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté de ressentir le problème parce que pour l'instant, il n'y a pas de lien direct cause-conséquence. Quand je prends ma voiture pendant 1 kilomètre, je ne ressens pas le climat se réchauffer. Il y a vraiment quelque chose où on ne voit pas trop ce qui se passe, surtout dans nos milieux, en Europe en tout cas. Il y a aussi la difficulté à cerner la complexité. Vu que c'est un problème qui est à la fois politique, économique, social, historique, tout, biologique, voilà, c'est un peu compliqué. Et il y a aussi un certain forme de déni, non, ça ne m'intéresse pas trop, je ne veux pas me renseigner. Après, avoir du coup un petit topo comme je viens de le faire, ou par n'importe quel autre biais pour lequel vous pouvez apprendre un peu plus sur ce problème. Il y a à la fois du déni, donc ça c'est un peu pour tous, et moi compris, quand on connaît l'ampleur du problème et qu'on n'agit pas en conséquence, il y a à un certain niveau, on est tous un peu dans une certaine forme de déni. Il y a aussi du coup un choc, parce que c'est pas facile et c'est pas facile de se dire qu'on ne sait pas trop où on va et que les choses ne sont pas très joyeuses, on va dire. Et donc, il y a vraiment une question de l'anxiété que ça crée et du deuil qui est vraiment nécessaire. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup de ce deuil qu'il faut faire par rapport à la vie telle qu'on la connaît et par rapport, on va le voir tout à l'heure aussi, à la nature humaine. Il y a souvent un sentiment d'impuissance
Et aussi, c'est assez facile de mettre la responsabilité ailleurs, ou de se dire que la responsabilité, c'est pas moi, c'est mes ancêtres, c'est le gouvernement. Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus. J'ai eu un cours passionnant l'année dernière où le professeur nous a dit qu'il y a vraiment 2 mises en garde par rapport à cette responsabilité. Donc la première, c'est de ne pas tout simplifier, de ne pas dire « Ah ben, c'est le gouvernement qui a qu'à interdire le pétrole, c'est les lobbies qui ont qu'à arrêter ce tout ». Parce que justement, en fait, ça nie la complexité du problème. Ça nie le fait que, oui, certes, il y a des responsabilités différentes, mais en fait, ça ne peut pas juste être réglé par un seul moyen, un seul acteur. L'autre danger, qui est pour moi un peu plus difficile à concevoir, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus dire c'est l'affaire de tous, chacun, on va agir tous ensemble. C'est très vrai, mais le problème en disant ça, c'est qu'en fait, on dilue la responsabilité. On dit tous, ça nous fait du bien, on est ensemble, on se dit, vas-y, on va tous faire quelque chose. Mais finalement, ce n'est pas ce que chacun va faire. On n'a pas réparti les tâches, on n'a pas dit, bon, bah, toi, tu vas faire comme ça, toi, tu vas faire comme ça, moi, je vais faire ci. C'est juste, ouais, on va tous faire ensemble. Et c'est bon. Et en fait, il n'y a rien qui change. Donc voilà, donc c'est 2 mises en garde à avoir. Il y a aussi différentes façons de voir d'où peut provenir le changement. Et chacun est très légitime. Et en fait, souvent, sur ces problèmes aussi complexes que l'environnement, on a besoin de tous. Donc par exemple, le premier que j'ai cité tout à l'heure, c'est le gouvernement. Donc c'est au gouvernement, vu qu'on l'a élu pour gérer des soucis de société, c'est à eux de motiver les gens, de faire les rapports, de faire bouger toutes les instances, les entreprises, les associations, ça de faire. D'autres personnes vont dire, non, le système dans lequel on est, c'est celui qui est pourri, qui a fait tout ce problème, donc en fait, on va virer le gouvernement, on va faire la révolution. Mais c'est vraiment une des solutions. D'autres personnes, on peut les appeler des acteurs minoritaires de changement. C'est des gens qui vont identifier un problème très, 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 très spécifique et qui vont mettre tous les moyens possibles pour le changer. Donc, un exemple, c'est Sea Shepherd. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui du coup, va faire des raids dans la mer pour arrêter les pirates de baleines. Donc, eux, ils ont identifié un problème dans tout le problème global environnemental. Ils ont identifié les baleines qui sont tuées et ils vont tout faire en sorte que ça change. Et ils ont un impact assez grand. Et enfin, il y en a d'autres, mais j'ai juste sélectionné ceux-là. Il y a les drop out and seed en anglais, donc ce que moi j'ai traduit comme je fais mon truc et j'essaime. Donc c'est-à-dire des gens qui vont sortir du système tel qu'il est. Ils vont aller faire leur truc par rapport à leurs valeurs, par rapport à comment eux ils peuvent se sentir bien avec eux-mêmes. Et ils vont espérer que ça va essaimer, que d'autres gens vont trouver ça chouette et vont faire pareil. Donc voilà, donc c'est juste pour vous donner une idée un peu de toutes les différentes façons qu'on peut avoir l'impression que le changement doit venir. Et chacun est légitime et sur certaines questions, il y en a un ou un autre qui va mieux marcher. Mais en tout cas, il faut avoir conscience. Moi, ça m'a aidé de voir les choses comme ça parce que je me disais, je comprends mieux dans les discussions qu'on peut avoir. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le paradigme du gouvernement, alors que moi, je serais par exemple dans Drop and Enfin, c'est pratique pour mieux identifier les choses. Donc, mais on pourrait se dire, OK, une fois qu'on a géré l'anxiété, une fois qu'on se dit qu'on peut faire quelque chose et qu'on a un peu mieux identifié la responsabilité, alors je dis, on peut faire quelque chose maintenant. Mais, je vous ramène au début. Est-ce que vous en rappelez de notre petit Gus qui disait que le problème, même au-delà de tout ça, c'est toujours un peu plus profond et c'est un problème humain. Et donc, pour moi, ça relève de questions assez existentielles, de qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut de l'humanité, qu'est-ce qu'on veut de la vie. Donc, moi, j'ai appelé ça un peu le côté obscur de la nature humaine, pour ceux qui reconnaissent. Parce que du coup, je pense que c'est vraiment quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et que, par exemple, les chrétiens ont beaucoup une approche par rapport à ça qu'ils appellent le péché. Ils ont beaucoup d'expérience dans justement cette notion que l'humain, même s'il fait énormément d'efforts, n'arrive toujours pas à être à la hauteur de ce qu'il aimerait être. Et pour moi, donc, peu importe notre spiritualité, c'est vraiment quelque chose à creuser. En fait, qu'est-ce que je fais avec ce côté obscur? Que c'est un grand débat. Est-ce que l'homme est intrinsèquement bon ou mauvais? Ça, c'est un autre débat, mais je pense qu'on peut tous se dire qu'il y a quand même cette chose qu'on ne sait pas trop quoi faire avec. Donc, pour moi, c'est une des réponses, ça serait un travail individuel et aussi collectif, de comment est-ce que, moi personnellement, mais aussi ensemble, est-ce qu'on gère ce côté obscur.
l'autre, pardon. Un autre obstacle que je trouve qu'on a souvent, c'est un peu la routine. On a déjà notre style de vie, on a déjà notre maison, notre travail. C'est un peu dur de s'en sortir. Mais ça aussi, il y a de l'espoir par rapport à la crise Covid qu'on a aujourd'hui. En fait, de manière assez exceptionnelle, c'est en train de tout chambouler. Toutes les routines qu'on pouvait avoir avant, c'est plus trop le truc. On doit être beaucoup plus flexible. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut ramener l'enfant à l'école ou ramener parce que quelqu'un a Covid. On ne sait pas trop exactement si on va être en télétravail la semaine prochaine ou chez nous. Enfin, ça change complètement nos routines. Et donc là, il y a vraiment quand même un aspect espoir où on peut du coup réfléchir nos routines ou notre flexibilité. Justement. Un autre obstacle, mais c'est un peu plus dur, c'est notre cerveau. Là, pareil, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais en fait, on a un petit truc dans le cerveau qui s'appelle... je suis en train de lire. Non, le striatum, voilà. Qui est en fait un petit reliquat de quand on était beaucoup moins sédentaire et un peu comme les animaux avant nous. Qui du coup, c'est quelque chose qui va féliciter notre cerveau à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on a des rapports sexuels et à chaque fois qu'on est dans une hiérarchie un peu plus haute socialement. Et donc ça marchait très bien. Avant, quoi ? C'est notre ego. Oui, c'est... Ouais, non, pas tout à fait. Enfin, c'est le fait de manger et de... Enfin, voilà, il y a l'ego pour le social. Mais en fait, ça marchait bien avant parce que du coup, quand l'humanité était pas sédentaire et qu'il fallait trouver à manger, en fait, on ne savait jamais quand est-ce que le prochain gibier arrivait, donc il fallait manger le plus possible. Et donc, c'est pour ça que le cerveau était super, bravo. Pareil pour les rapports sexuels, enfin, plus il y en avait, plus il y avait une possibilité d'enfant derrière, donc c'était bien. Le problème, c'est qu'il y a encore ça dans notre cerveau. Donc, en fait, même aujourd'hui, alors que la nourriture est stabilisée, par exemple, là, on est encore félicité, plus on mange, et plus on est toujours en train de chercher plus. Donc, en fait, c'est toujours plus, et toujours plus que mon voisin aussi. C'est un peu un truc... social. Et donc, ça, les scientifiques ne savent pas trop comment y faire face. Il y a aussi l'autre partie du cerveau qui est un peu plus rationnelle, qui est celui qui invente les choses, qui est un peu moins primaire. Et donc, ça serait, une des idées, ça serait de développer cette autre partie du cerveau qui réfléchit plus, qui est plus rationnelle. Et une des possibilités qui liste, c'est la générosité. Parce que du coup, le fait de un peu battre ce côté biologique direct, c'est ça. Et donc, on arrive sur la dernière partie. Moi, dans tout ça, donc, est-ce que je peux quand même faire la différence, malgré, du coup, cet état des lieux, malgré le fait que c'est un problème historique depuis de longues dates, malgré le fait qu'il y a énormément d'autres obstacles? La réponse est oui. Ouais. Donc, moi, mes recommandations pour vous ce soir, et après, on va avoir un petit temps de discussion par rapport à ça. D'abord, s'il vous plaît. Donc, prenez le temps déjà de digérer la situation, de digérer votre place. Donc, ça remonte aux questions existentielles auxquelles je faisais référence tout à l'heure, par rapport à notre spiritualité, par rapport à où on en est dans notre tête. Prenez aussi, du coup, des balades. Enfin, prenez du temps dans la nature. C'est vraiment, je pense, quelque chose qui peut nous faire beaucoup de bien pour justement réfléchir à notre rapport à tout ça. Et du coup, j'insiste sur l'importance du repos, de se faire vraiment cette place pour pouvoir réfléchir à notre mode de vie, à ce qu'on est, ce qu'on veut. Le repos, c'est méga important. Il faut avoir du temps pour déconner. Questionner. Donc voilà, c'est ce que je vous redisais. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour la justice aussi, notamment. Je n'ai pas beaucoup insisté dessus, mais il y a vraiment cette question de justice. Et dans la responsabilité, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi donc, forcément des différences de responsabilité partout. On n'a pas des responsabilités égales. Et donc, par exemple, des familles ou des personnes avec plus de moyens sont ceux qui polluent plus que d'autres. Et donc, il y a une responsabilité accrue entre une famille modeste et une famille qui a plus de moyens. Il y a une différence de responsabilité et ce n'est pas à chacun de faire exactement les mêmes efforts. Mais du coup, par rapport à la notion de justice, qu'est-ce que je suis prête à faire? Donc, moi, mon conseil, par rapport à cette question, ma foi chrétienne, elle me nourrit énormément par rapport à cette question de côté obscur, mais aussi à l'espoir. Et donc, peu importe votre chemin de spiritualité, en tout cas, je vous conseille de chercher l'amour, mais le vrai, et je précise le vrai, dans le sens où l'amour qui fait aussi du sacrifice et qui fait mal.
parce que c'est un peu ce dont on a besoin pour la suite. Troisième recommandation, rechercher un style de vie et pas des nouvelles règles à suivre. Je pense que j'ai intitulé la session « Faut-il être écolo ?» Je pense que souvent, quand on pense à écolo, on se dit « Ok, il faut manger moins de viande, il faut aller au travail en vélo, il faut. » Et c'est vrai, mais parfois, ça fait trop de règles, alors que je pense que c'est plus simple si on cherche vraiment un style de vie. La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que du coup, avec toutes ces choses qu'on peut essayer d'incorporer à un style de vie, toutes les choses qu'on peut essayer de faire, c'est pas facile parce qu'on n'est pas tout le temps 100% sûr. Par exemple, les voitures électriques ou les énergies renouvelables, ça fait beaucoup de controverses. Beaucoup de gens sont en mode oui, c'est bien, ah ben non, c'est pas différent. En fait, ça va pas nous aider, mais en fait, si, il faut faire quelque chose. Enfin, donc, il y a, pour pas mal de sujets, c'est pas clair de savoir bon, ben, qu'est-ce qui est écolo, qu'est-ce que je peux vraiment faire. Et donc, il faut avoir ces discussions, il faut rechercher. On n'est jamais sûr, mais en tout cas, la baseline, enfin la base, c'est que c'est la simplicité qui prime. Moi, c'est ce qui m'aide beaucoup dans tout. Donc, il y a une citation d'un des premiers grands mouvements internationaux, qui est de vivre simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Moi, je trouve que ça nourrit beaucoup justement le style de vie qu'on peut essayer de chercher. Après qu'on ait fait tout ça, il y a quand même des choses qu'on peut faire. Donc là, je vais vous lister quelques idées vraiment de ma tête. Mais le problème, c'est que si on essaye de tout faire à la fois, on ne va jamais s'en sortir. Enfin, nous connaissant, justement, avec ce côté obscur, on ne peut pas être au top du top. Et les habitudes sont très dures à faire. Donc, en fait, il faut cibler parfois ce qui peut être le plus efficace. Je peux vous donner le slide après. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que s'il faut cibler quelque chose, il y a au moins ça que vous pouvez retenir. C'est donc de moins de transport, moins d'avions et de voitures. Les deux polluent à peu près la même quantité. C'est juste que l'avion, on le prend pour aller plus loin. Donc, on dit toujours que c'est l'avion à éviter le pire parce qu'on fait plus de kilomètres, mais au kilomètre, c'est à peu près la même chose. Et aussi moins de viande, moins de produits animaux, en tout cas transformés, enfin industriels. Si vous achetez chez un producteur local ou un petit éleveur, c'est pas du tout les mêmes quantités de gaz et de pollution. Mais les produits animaux tels qu'on consomme aujourd'hui, si vous voulez être convaincu, on peut en parler. Voilà. Il y a aussi, du coup, tout ça. Donc, par exemple, dans la liste, il y a par exemple soutenir du local, acheter moins, faire de la réutilisation, recycler, rénover, acheter moins de plastique. Donc, il y a énormément de choses. Donc, en fait, ça va dépendre aussi de ce qui est faisable pour vous. Certaines personnes habitent pas trop loin du travail et peuvent se permettre d'aller en vélo, par exemple. C'est aussi par rapport à votre sensibilité. Moi, chez moi, je parle d'écologie depuis très longtemps et pourtant, mes deux parents ne réagissent pas du tout pareil. Ma mère, ça va être plutôt les plastiques auxquels elle va être sensible, alors que mon père, ça va être tout ce qui est nourriture. Et aussi de trouver la joie. Donc, on va en reparler. Mais je pense que c'est important dans toute cette grande liste. Il y a aussi, du coup, Corentin de Barbus qui m'a partagé cette idée de la règle du 2x2x2, qui est aussi assez pratique quand il faut cibler ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en gros, on a une certaine quantité en France, il me semble que c'est aujourd'hui, les Français consomment en moyenne 11 tonnes de carbone par an. Et idéalement, pour rester en dessous des seuils, il faudrait être à 2 tonnes. Donc, ça veut dire réduire par 8, presque. Donc, réduire tout ce qu'on fait par 8, ça paraît être beaucoup trop. Alors que du coup, si on divise par 2, donc par exemple, la voiture, on la prend 2 fois moins souvent, ça fait déjà par 2. Si la voiture aussi, on la prend pour aller 2 fois moins loin, ça réduit par 2 aussi. Et après, il faudra encore un 2, mais je ne sais pas. Donc voilà, on arrive. La voiture peut être 2 fois plus économique. Voilà. Et donc, on arrive déjà à ce seuil de 8 sans abandonner la voiture, sans ne pas la prendre. Mais justement, cette idée de réduire par 2 à chaque fois, c'est beaucoup plus facile dans notre cerveau que de réduire par 8. Et moi, du coup, j'aimerais ajouter aussi que ça fait 2 fois 2, mais aussi dans le sens plus. Donc, 2 fois plus de vélo, ça fait 2 fois plus de sport et 2 fois plus de plein air et de remise en place des neurones. Enfin, voilà, il faut diminuer, mais aussi augmenter d'autres choses. 5e recommandation, faire ça en groupe. Parce que oui, on est des moutons. C'est très dur de faire des choses tout seul.
mais en groupe, quand on voit d'autres gens autour de nous faire, c'est beaucoup plus sympa. Quand je dis surfer la vague, c'est que là, en ce moment, il y a un espèce d'engouement pour l'environnement. Il y a de plus en plus de magasins bio, par exemple, il y a de plus en plus d'enseignes pour revendre des choses réutilisées. Voilà, il y a un certain engouement social, donc je vous encourage à vous lancer parce que de plus en plus, les choses deviennent un peu plus faciles. Il y a aussi, du coup, par rapport à ce travail de groupe, il y a les élections qui arrivent bientôt. C'est un sujet qui fâche, mais qui est aussi très important par rapport à ces grands thèmes gouvernementaux. Donc, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement qui va pouvoir tout changer. Je pense que ça, vous en avez sûrement conscience. Mais c'est quand même une étape assez importante. Et il y a aussi, du coup, qu'est-ce que les autres font autour de chez moi? Qu'est-ce qu'il y a comme association? J'ai essayé de chercher rapidement. Je n'ai pas trop trouvé ce que la Ville de Plaisir fait. Mais oui. Moi, je suis à Plaisir en transition. Bah voilà. Alors, parfait. plein de choses qui se font. Et je vous invite tous à regarder sur le net. Plaisir en transition. Donc, Plaisir en transition, du coup, pour ceux qui sont sur Zoom. Il y a quelqu'un qui en fait partie. Et donc, justement, ça, c'est super. Et trouver justement... Voilà, ça encourage. Ouais. Un jardin aussi. Un jardin, il y a énormément de choses. Donc, si ça vous intéresse, il y a Plaisir en transition. Donc, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que par rapport à toutes ces choses qu'on peut faire individuellement, il faut avoir conscience aussi, avec une certaine humilité, que même si on est des super-héros, qu'on arrive à tout faire. Il y a une étude du think tank, je ne sais pas comment on dit, d'un truc de recherche qui est sorti qui disait que même si le citoyen lambda était un super-héros, faisait tout, il ne peut que réduire son bagage carbone de 25 à 50%. Donc, c'est des chiffres où à la fois on se dit mais mince, on n'y arrivera pas tout seul. Et à la fois, c'est très encourageant de se dire c'est déjà ça, c'est déjà quelque chose qui est bien réduit. Et donc, c'est pour ça que le reste, les autres 50 et 75%, c'est un groupe plus ou moins local, mais aussi global. On va réussir à le faire. 6e recommandation qui me tient beaucoup à cœur, c'est la joie. Par rapport à tous ces thèmes assez anxiogènes, c'est très, très dur de trouver, d'avoir une perspective optimiste. Et pareil, quand on essaye de faire plein de choses, de réduire, d'augmenter, moi, ce qui me dit beaucoup, c'est la joie. Donc, par exemple, les repas faits maison, ça se partage et c'est vraiment un moment convivial. Le fait de regarder moins l'Internet, de regarder moins de vidéos, parce que ça aussi, ça aimait beaucoup, on n'en parle pas beaucoup, mais ça permet d'avoir plus de temps pour... Donc, c'est un peu idéaliste ce que je montre là, mais c'est des idées de où trouver les niches de joie. Pareil, jouer un peu plus à la musique. Il y a plein d'endroits qui trouvent de la joie. Et mon exemple cette année, c'est que pour plein de raisons, j'ai commencé à marcher pour aller au travail. Et donc, ça fait que j'ai trouvé ce chemin entre le Val des Quatre Pignons et Ben, qui, moi, m'a apporté énormément de joie cette année, parce que c'est beaucoup trop beau. Et ça m'a permis aussi d'être un peu plus consciente. Donc, je disais tout à l'heure que parfois, on a du mal à vraiment sentir le problème. Ici, là, en plein milieu, il y a 2-3 mois, ils ont commencé à construire, à tout raser et construire une maison. Donc, en fait, le fait de me balader, non seulement au début, ça m'a apporté beaucoup de la joie, mais ça m'a fait aussi ressentir le changement de manière beaucoup plus forte que si je passais jamais par là et que je voyais rien. Là, vraiment, je passe souvent encore et je vois tout ce qui se construit et je suis attristée. Mais ça m'a permis de mieux voir ce qui se passe. Et ma dernière recommandation, on arrive bientôt à la fin, c'est de nourrir les rêves. Donc, c'est un peu lié à ce côté de joie. Il y a une citation qu'un ami me répète à longueur de journée, qui dit que si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer les détails, pour leur dire où trouver chaque chose. Donc, c'est un peu ce que j'aurais pu faire ce soir. J'aurais pu vous dire, pour être zéro déchet, il faut faire ça, ça. Pour réduire la voiture, il faut faire ça, ça. Mais si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et tes femmes le désir de la mer. Donc, pour moi, nourrir ces rêves-là, c'est de regarder plus de films. Donc, par exemple, cette semaine, j'ai vu le film qui est en train de sortir, qui s'appelle La Panthère de neige, où c'est vraiment éblouissant par rapport à la nature. C'est de lire plus de poèmes. C'est vraiment tout la sphère culturelle et artistique, s'en nourrir pour justement nourrir l'imaginaire de qu'est-ce qu'on veut comme société, qu'est-ce qu'on veut pour nous. Voilà, donc là, vous avez une petite
Un petit résumé, souffler, questionner, chercher les styles de vie, cibler quand même le plus efficace, faire ça en groupe, trouver les niches de joie et nourrir les rêves. Vous en avez déjà discuté, mais peut-être la dernière question, on peut rapidement la faire un peu en popcorn comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour vous, être écolo? Je ne sais pas si vous en avez déjà discuté en groupe, mais normalement non. Soigner la planète. Être responsable des ressources. Être responsable. Votre idée, comme ça. C'est quoi votre cliché écolo dans la tête? Ouais, le cliché. C'est le nucléaire. Les anti-nucléaires? Oui. Les verts? Les gars qui sont en voiture électrique. Et qui sont contre le nucléaire. Ouais. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, quelques définitions du cliché écolo, c'est les gens qui... Ouais. Donc, c'est soit des gens qui viennent en voiture électrique qui sont anti-nucléaires en même temps, soit du coup des gens qui vivent aussi de la terre. Pardon. Ok. Bah, du coup, moi, j'ai décidé de mettre ça dans le titre parce que j'ai l'impression que aussi souvent, on peut se dire ces questions d'environnement, soit du coup, c'est les écolos, donc les clichés complètement loufoques, complètement à côté de la plaque, qui prônent ces idées-là, soit c'est des gens hyper engagés. Donc, par exemple, on entend beaucoup de Greta Thunberg, on se dit, ça, c'est des gens, ils prennent ça vraiment à cœur, ils sont ouf, tant mieux pour eux, mais c'est pas mon truc. Et moi, du coup, j'espère avec cette conférence, je pense que j'ai l'impression que vous êtes déjà assez convaincus, donc c'était pas trop nécessaire, mais en tout cas que être écolo, en fait, c'est pas une question d'être écolo, c'est juste être humain et être sensible pour agir, en tout cas. Et donc, quelques petits mots de la fin avant qu'on se quitte. Donc, en fait, les choses se jouent vraiment là, si on regarde les rapports scientifiques, là, dans les prochains 5-10 ans, c'est là qu'il faut se mobiliser le plus possible, parce qu'il y a encore quelques chances qu'on puisse au moins minimiser les impacts négatifs, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant, c'est pas dans 30 ans. C'est pas, le problème, c'est que le changement, c'est hyper long. Donc, par exemple, un des exemples de gros changements d'échelle et de bousculement social, c'était par exemple l'arrêt de l'esclavage. Et ça, du coup, quand même, ça a pris 150 ans pour que vraiment, à l'échelle mondiale, tous les pays, en tout cas majoritairement, arrêtent l'esclavage. Donc, c'est quand même quelque chose de cette ampleur-là, à peu près, qu'il nous faudrait. Donc, ça prend du temps. Et en même temps, il y a cette urgence de il faut faire vite qui a à prendre en compte. Mais du coup, tout ce qu'on cherche à faire par rapport à cette crise climatique, c'est quand même pour aller vers un monde qui est plus juste, plus sain pour le corps et pour les espèces vivantes et qui est plus équitable. Donc franchement, moi, ça me donne envie. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, c'est cool qu'au moins tout se concentre vers un monde meilleur. Ce n'est pas comme si on nous demandait de se mettre dans une cage et de ne pas manger pendant 5 jours. Mais voilà, c'est quelque chose de cool. On va faire des erreurs, donc j'en ai mentionné tout à l'heure. On va se tromper, on va aller droit dans le mur, on va est-ce qu'on est sûr aujourd'hui, dans 20 ans, on va se dire ah ben non, en fait c'était complètement à côté de la plaque. Mais bon, il faut bien qu'on avance. Et du coup, ça se concentre autour de la simplicité et de l'amour. Et je vous laisse du coup avec cette citation de Martin Luther King qui dit donc sur certaines positions, la lâcheté pose la question est-ce sans danger? L'opportunisme pose la question est-ce politique? La vanité pose la question est-ce populaire? Mais la conscience pose la question est-ce juste? Et vient un temps où le vrai, donc selon lui, puisqu'il était chrétien, le vrai disciple de Jésus-Christ doit prendre une position qui n'est ni sans danger, ni politique, ni populaire, mais il doit la prendre parce qu'elle est juste. Et donc je vous laisse là-dessus parce que je trouve ça intéressant que j'ai l'impression aujourd'hui, le thème environnemental, c'est plus trop un débat entre ce qui est juste et les trois autres. J'ai l'impression que là, on a quand même de la chance parce qu'à la fois, c'est une question qui devient de plus en plus politique, c'est une question qui devient de plus en plus populaire avec de plus en plus de gens qui sont ah ben vas-y, on va faire du zéro déchet. Enfin, ça devient quand même quelque chose qui n'est pas forcément mal vu. Et est-ce que c'est sans danger? En fait, le fait de ne rien faire est encore plus dangereux. Donc, en fait, c'est déjà bon. Donc, voilà. Donc, c'est à la fois politique, populaire, un peu moins dangereux et juste. Donc, voilà. Merci encore. Et donc, j'ai quelques ressources que j'ai mis en vrac, donc que je pourrais remettre bien, qu'on pourra vous envoyer. Donc, par exemple, des articles à lire, des livres, si ça vous intéresse. Et il y en a certains là sur les tables, du coup, qui appartiennent à l'association Arusha. Donc, vous pouvez les acheter. Donc, il y en a ici et au fond. Vous pouvez les acheter. Et il y en a aussi 2 ou 3 qui sont à moi, mais
qui sont des livres qui m'ont pas mal impacté, qui sont faits, que vous pouvez regarder. En parlant de rêve et de joie, il y a aussi de la musique et de l'art et des citations. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a des ressources. Merci et très bonne soirée. Je sais pas si...